l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur Africa Télévision. Voici les titres de cette édition. Les autorités algériennes démentent, mais de sources concordantes, le président Abdelaziz Bouteflika serait hospitalisé en France. Il suit probablement des soins dans un service de cardiologie et de maladies vasculaires. Au Gabon, le livre de Pierre Péan cause des remous dans le pays. La famille Dabani a décidé de porter plainte car elle estime qu'il s'agit d'une question d'honneur. En sport football, c'est la Guinée équatoriale qui va accueillir la CAN 2015 après le refus du Maroc. La 30e édition de cette compétition de football est attendue pour le 17 janvier prochain. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur cette information de sources concordantes. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika serait actuellement hospitalisé dans le sud-est de la France. Il aurait été admis en milieu de semaine. À 77 ans, le chef de l'État tunisien était affaibli après un AVC en 2013. Nous poursuivons avec le Burkina Faso. Après plusieurs jours de tractations civiles et militaires, ont adopté hier à l'unanimité la charte de la transition, un consensus arraché à la fin de longues négociations. Les organes clés de la transition seront dirigés par les civils, mais le document reste muet sur le rôle et la place du chef de la junte, le lieutenant-colonel Isaac Zida. Les détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Abdoulaye Bari, Bakari Kienou. La charte de la transition a été adoptée à l'unanimité. C'est le ditamier, l'hymne national du Burkina qui salue la bonne nouvelle. Avec tous les peuples du monde, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort nous vaincrons. Après plusieurs jours de négociations et d'incertitudes, civils et militaires adoptent à l'unanimité la charte de la transition. Elle prévoit une transition démocratique de 12 mois dirigée par une personnalité civile qui sera choisie par un collège de désignation composé de toutes les sensibilités de la nation. Fortement convoité par les militaires, le Conseil national de transition qui fait office de parlement échoue également aux civils. Il sera composé de 90 membres, dont 30 représentants de l'opposition politique, 25 de l'armée, 25 des religieux et des coutumiers et 10 des autres partis, l'ex-majorité présidentielle pour ne pas les désigner. Nous comptons quand même sur la responsabilité du président de la transition qui va être désigné pour rester donc dans la logique qui est celle de tout le monde, c'est-à-dire une transition civile. Parce que la cheville ouvrière de la transition sans doute sera quand même le Premier ministre. Et les militaires ont dit aujourd'hui qu'ils étaient là pour accompagner la transition et non pour gérer la transition. Une question centrale et cruciale reste cependant posée. Quid de l'avenir du lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida? Sera-t-il nommé Premier ministre? La charte ne lui en interdit pas. Dans les coulisses des négociations, la promesse lui aurait été d'ailleurs faite, mais sa faisabilité reste très peu probable. Le département américain est très clair, pas question d'avoir un militaire à la tête d'un organe de la transition. Plusieurs autres propositions seraient sur la table de la médiation sénégalaise. La suppression du poste de Premier ministre et la nomination du lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida comme ministre de la Défense, ce qui ferait de lui le numéro 2 de fait de la transition. Le statut d'ancien chef d'État avec tous les honneurs ou un poste important au niveau international. Les jours à venir nous en diront plus. Et toujours par rapport à cette adoption, nous écoutons à présent Luc Marius Ibriga qui participe à la rédaction de la charte. Et il est au micro de nos envoyés spéciaux Abdoulaye Bari, Bakari Kienou. C'est un texte consensuel qui a permis d'aplanir les points d'achoppement, et notamment les points concernant l'article 12
c'est-à-dire concernant le Conseil national de transition. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à 90 membres du Conseil national de transition, avec 30 représentants pour les partis politiques, 25 représentants pour la société civile, 25 pour les forces de défense et de sécurité et 10 pour prendre en compte l'inclusion des partis de l'ex-majorité ou de la mouvance présidentielle. Donc, le consensus qui a été dégagé, c'est que les forces de défense et de sécurité ont accepté le caractère civil de la transition. C'était un élément important dans la mesure où on retourne dans la République où l'armée est sous le commandement des civils. Et ça, cela a été accepté. De la même manière, on a tenu compte de la présence et de la force de nos chefs coutumiers et des religieux. Une des innovations, c'est que les chefs coutumiers et religieux ne proposeront pas de candidats, mais ils auront une place prépondérante dans le collège de désignation afin que les choix que nous allons faire soient faits sur la base de l'éthique, de la morale, pour avoir un président de la transition qui soit à équidistance de tout le monde. C'est pour cela, dans les conditions pour être président de la transition, il ne faut pas appartenir, il ne faut pas être affilié à une formation politique. Au Gabon, la famille Dabani, du nom de la mère du président gabonais, a décidé de porter plainte contre Pierre Péan. Elle fait part de son intention d'assigner le journaliste français en justice. Les Dabani n'ont pas supporté de voir l'honneur de leur fils soufflé par le livre de Pierre Péan. Les explications à Libreville d'Ismaël Obianze, Thierry Mensan. La sortie de la famille Dabani était attendue au stade actuel du débat sur les prétentions de Pierre Péan dans son livre « Les nouvelles affaires africaines ». Jean-Boniface Assélé, l'oncle maternel du président gabonais, a rassemblé les siens pour demander aux journalistes français qui mettent en doute la nationalité gabonaise d'Ali Bongo de l'attendre devant les tribunaux avec ses preuves. Pierre Péan, en qualité de quoi peut-il me demander de faire l'ADN? En qualité de quoi? Je ne sais pas comment. Cela étant, je veux le lui prouver lorsque nous serons au tribunal. Que ce soit en France, que ce soit au Gabon, nous irons au tribunal avec ses consorts. Et c'est à ce niveau que je vais répondre. Jean-Boniface Assélé rappelle bien à qui veut l'entendre qu'Ali Bongo est du ventre de sa sœur, Patience Dabani, assise ici derrière le patriarche à gauche de l'écran, tout de pagne vêtu, à côté de Nicole Assélé. Ali Bongo Nimba, c'est mon neveu. Je suis allé le chercher, je l'ai pris, je l'ai porté lorsque sa maman l'a mise au monde. Nous avions la guerre à Brazzaville. En 1900, je crois, 66-67. Youlou contre Bango. Joséphine venait de mettre au monde 59, s'il vous plaît, en 59. Embarrassant comme sujet pour une noble famille contrainte à asseoir des évidences, selon elle, mais Assélé met en garde les adeptes de la terre brûlée contre leurs intentions secrètement en préparation. Ceux qui veulent créer des troubles ici sont des assassins. C'est des gens qui veulent vous tuer. Je ne peux pas accepter ça. Comprenez que ceux qui disent, les gens qui font des ramassis, ils ne disent pas des choses vraies. Ils n'amènent pas de preuves, vous les suivez. C'est la première fois au Gabon qu'un chef d'État en plein mandat fait l'objet d'autant d'attention sur sa vie privée. Seules les juridictions compétentes pourraient bien mettre fin à ces débats qui risquent d'être un argument de campagne pour l'opposition gabonaise en 2016. Et en réaction à cette sortie de la famille Dabani, l'Union des forces pour l'alternance, qui regroupe quelques partis de l'opposition, pense que pour trancher ce débat, il faudrait que le président Ali accepte de se soumettre au test d'ADN. On écoute tour à tour le secrétaire général du CDJ et le président du PSD. Nous l'avons déjà soulevé en 2009, mais aucun Gabonais n'y attachait de l'importance. Les médias nationaux non plus. Le recours a été porté dans le contentieux devant la Cour constitutionnelle. Mais à cette époque-là, on dit oh bon, c'est pas grand-chose. Mais parce qu'un étranger, un Européen, surtout un blanc,
a écrit un livre. Maintenant, dans lequel il dénonce ça, on dit, ah, attention, le blanc, s'il commence à parler de ça, c'est que cette affaire-là est très sérieuse. Complexe, toujours du nègre devant l'ancien colonisateur. On ne prend au sérieux que ce que le blanc dit, mais quand c'est nous-mêmes, ça passe. Nous attendons que la famille, parce qu'on a jeté l'opprobre sur le Gabon, sur les Gabonais, sur vous et nous. Même si on dit que le peuple gabonais est indolent et qu'il ne réagit pas, à un moment ou à un autre tout de même, on est piqué sur le vif. Et donc nous devons savoir exactement de quoi il retourne. Direction le Maroc à présent pour cette troisième journée du Forum Médès. La situation dans le monde arabe a été l'une des préoccupations du jour. Le panel a été animé par le Premier ministre tunisien Mehdi Jouma et Bernard Kouchner, ancien ministre français, entre autres personnalités invitées à cette rencontre de Tanger. La révélation de la Turquie avec les autres pays arabes était également au menu des échanges. Des détails avec nos envoyés spéciaux Djibril Maïga, Al-Khalifa Touré. Outre l'Afrique, la situation dans le monde arabe a été largement évoquée ce vendredi. Pour dire que ce dossier est l'un des dossiers brûlants de l'édition 2014 du Forum international Médès. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de débordements sécuritaires, affaiblissement des États, tiraillements politiques, entre autres. Cas de la Tunisie, représenté ici par son Premier ministre. Je pense que ce que nous avons fait en Tunisie, et ce qui est fait dans la région aussi, mais avec des nouvelles spécificités, avec une démarche qui est différente, que nous tous, nous constituons un espoir pour un avenir meilleur pour nos jeunes. Selon Mehdi Jouma, si la grande leçon pour s'en sortir est le dialogue et le consensus, une autre règle est de taille, le festin festoff. C'est tout un processus maintenant de pacification politique, un processus électoral qui est en train d'aboutir. On est dans la dernière phase de l'organisation de ce processus qui a été couronné de succès pour les législatives et que nous souhaitons et nous faisons tout pour que ce soit couronné aussi de succès pour le présidentiel. Comme ça, on aura tourné la page de la transition politique. Certes, des ambiguïtés existent, mais à quoi peut-on s'attendre en ce qui concerne le futur de ce monde arabe? Voici la réponse de Bernard Kouchner, ancien ministre français. Il y a aussi quelques zones d'espoir, et en particulier ce que vous venez d'entendre de la part du Premier ministre tunisien. C'est formidable, mais il y a aussi des fracas et des assassinats partout, pays par pays, un par un. Un appel a été lancé à la Turquie à se tourner vers les pays arabes, à jouer pleinement son rôle et à éviter toute ingérence dans les affaires des États, cas de la Syrie, afin de redorer son prestige d'antan. Force est de constater que les foyers de tension et d'instabilité restent encore très nombreux, le Moyen-Orient, l'Ukraine ou encore le Sahel. Dans un contexte global encore très trouble où le sentiment des repères n'a jamais été aussi fort, les différents intervenants ont noté qu'il faut asseoir une vraie démocratie, garantir les droits de l'homme, garantir les droits de la femme pour construire un avenir meilleur pour le monde arabe. Nous restons toujours au Maroc avec le Forum Médès. Le Grand Prix du Forum 2014 a été décerné au Premier ministre tunisien pour son rôle, pour le rôle qu'il a joué dans la sortie de crise de son pays. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Djibril Maïga, Al-Khalifa Touré. Ravi et honoré de recevoir ce prix de ce prestigieux institut. Je rappelle que le premier qui a eu ce prix, c'est Sa Majesté le Roi, donc ça donne plus de valeur à ce prix-là et je suis doublement honoré. Mais ce prix, en fait, c'est un prix qui récompense la Tunisie, qui constitue une reconnaissance régionale et internationale pour l'effort qu'a fait le peuple tunisien depuis la Révolution et l'effort notable de cette sortie aussi honorable par le haut de cette révolution, de cette gestation, de cette phase de gestation et de construction. Il l'a couronné par une constitution qui comporte nos valeurs, à nous les Tunisiens, nos valeurs de la région, nos valeurs universelles et qui est reconnue comme l'une des meilleures constitutions aujourd'hui.
Au Nigeria, Boko Haram poursuit son avancée dans le nord du pays. Le groupe terroriste a pris le contrôle ce vendredi de la ville de Chibok. Dans le nord-est, des combattants de Boko Haram s'étaient également emparés de 2 villes de l'état d'Adamawa ce jeudi. Et du sport pour refermer cette édition, c'est désormais officiel. La Guinée équatoriale va organiser la CAN 2015 et ce sera du 17 janvier au 8 février. Le pays a été désigné ce vendredi par le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Les détails avec Yacouba Dansoko. Après des mois de négociations avec le Maroc qui a demandé à reporter la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en raison de l'épidémie Ebola, puis le retrait du royaume marocain et la perspective de délocaliser la compétition au Qatar, la Confédération africaine a annoncé avoir trouvé un pays hôte ce vendredi. Ce sera la Guinée équatoriale qui était co-organisateur de la CAN 2012 avec le Gabon et qui possède donc toutes les infrastructures nécessaires. La sélection nationale sera directement qualifiée en tant que pays hôte alors que ce pays avait été écarté en juillet des qualifications pour avoir aligné un joueur non éligible, Thierry Fidoué Tazemeta, face à la Mauritanie au tour préliminaire. Pour la Guinée équatoriale, c'est une satisfaction. En 2012, en co-organisant la compétition avec le Gabon, le pays voulait prouver qu'il avait les capacités pour accueillir un jour sur la CAN. Les dirigeants ne s'y attendaient probablement pas si vite. Même si les délais restent très courts jusqu'en janvier, peu de travaux devront être réalisés. Toutes les enceintes de 2012 restent opérationnelles. Une belle victoire pour la CAF. Les 4 sites retenus pour la phase finale sont Malabo, Bata, Mongomo et Ebébiyine. Le tirage au sort de la phase finale sera effectué le mercredi 3 décembre 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.